Bonjour à tous. Alors, je suis particulièrement ravie d'introduire cette table aujourd'hui, une table d'exception avec des femmes d'exception. Bonjour à tous. Alors, le sujet qui va être abordé, la levée de fonds aux USA, conseil d'experts. Alors, cette conférence abordera les perspectives en matière de levée de fonds aux États-Unis pour 2021. Nous avons une animatrice exceptionnelle, Armelle Petiot-Lévy. Alors, Armelle est la directrice États-Unis pour les solutions entreprises pour USA France Financials. Armelle, bonjour. Armelle, bonjour. Bonjour Armelle. Bonjour à tous. Bonjour, donc je vous laisse le soin d'introduire vos invités et je vous souhaite une excellente discussion. Merci Rachel. Eh bien écoutez, bonjour à tous et bienvenue sur cette conférence dédiée à la levée de fonds aux États-Unis. J'ai le plaisir de vous présenter nos trois intervenantes qui sont effectivement d'exception, avec Maëlle Gavet, qui est CEO de Techstar, Géraldine Lemeur, General Partner de le fonds de French Founder, et Sarah Zayani, qui est partner de Global Funders Strategy. Bienvenue à tous et ravie de commencer cette conférence. Je vais donc vous laisser peut-être vous présenter une petite minute chacune et puis nous commencerons notre conférence. Maëlle, peut-être? Oui, bonjour à tous. Donc Maëlle Gavet, j'habite à New York depuis maintenant 4 ans. Je suis le CEO d'une entreprise qui s'appelle Techstars, qui est un accélérateur global qui existe un peu partout dans le monde, avec un peu plus de 2500 entreprises en portfolio maintenant. Et puis, je suis également la présidente de la French Tech New York, qui a pour vocation d'aider les entrepreneurs français à s'installer aux États-Unis, à trouver des contacts, des clients et des investisseurs aux États-Unis. Donc, voilà. Sarah? Bonjour, je suis basée à Los Angeles et aux États-Unis depuis presque 7 ans. Donc chez Global Founders Capital, c'est un fonds de 1 milliard basé en Europe, mais on a une douzaine de bureaux dans le monde et nous investissons dans le seed stage en lead et participation. Voilà. Bonjour, Géraldine Lemeur, installée aux États-Unis depuis presque 15 ans, mais depuis quelques petits jours à New York, après 14 ans à San Francisco. Et pour cette expérience new-yorkaise s'accompagne de la création en fait de le fonds chez French Founders, donc avec de l'investissement en cross-border, seed et série A au sein de French Founders en early stage. Parfait, merci à toutes les trois. On va donc rentrer dans le vif du sujet de la levée de fonds aux États-Unis. La première question que l'on se pose, c'est est-ce que le lever des fonds aux USA est un passage obligé pour les startups ou les scale-up françaises? Je vous laisse, Géraldine. Je veux bien attaquer. Non, je crois pas que ce soit forcément un passage obligé. Ce qui est surtout important, en fait, c'est de savoir ce qu'on est en train de créer comme entreprise. Et quel que soit le pays d'origine de l'entreprise, le plus important n'est pas de savoir d'où vont venir les fonds dont on va avoir besoin, mais plutôt comment on pense son entreprise globale dès le premier jour. Après, il y a des VC dans le monde entier. Effectivement, c'est toujours très intéressant de se positionner avec un tour de table et des VC dans le pays qui va être celui de prédilection, ou en tout cas on va développer le plus vite et le plus fort. Mais pour commencer, c'est pas forcément une obligation. Et puis il y a aussi même des vertus à bootstrapper. Donc non, c'est pas une obligation. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Je peux rajouter, il faut se mettre aussi dans la position de l'investisseur qui est basé aux États-Unis. S'ils veulent investir dans une entreprise qui est basée en France, la première question, ça va être pourquoi. Est-ce qu'il y a des clients stratégiques aux États-Unis? Est-ce qu'il y a une ambition très rapide d'être aux États-Unis? Pourquoi le VC ne backerait pas un compétiteur aux US
à la place de cette boîte en France. Donc, il doit vraiment avoir un raisonnement qui fait sens de manière stratégique pour choisir la voie américaine en termes de financement. Ce que je rajouterais, c'est qu'il y a aussi des investisseurs aux États-Unis qui ont des branches en Europe. Donc, il y a des fonds américains qui ont décidé d'avoir une présence européenne. Donc, ça pourrait être aussi une stratégie de targeter des fonds qui sont transatlantiques, s'il y a l'ambition transatlantique dès le jour, dès les débuts de la startup. Oui, je vais rajouter, encore une fois, on va faire de la piling à ce que Sarah et Géraldine ont dit, donc entièrement d'accord avec tout ça. Je pense qu'il y a malgré tout, on n'aime pas trop dire ça quand on est français, mais il y a quand même une image de marque du VC américain qui fait que quand vous avez Sequoia ou Benchmark ou Andreessen Horowitz sur votre cap table, ça vous fait vous sentir bien et puis ça vous ouvre quand même pas mal de portes. Je pense que le danger, comme Géraldine l'a exprimé, c'est de faire ça juste pour le label, juste pour l'image de marque et de dire je veux absolument un de ces VC américains. Il faut quand même qu'il y ait une stratégie derrière. Mais ceci étant, comme Sarah vient de l'expliquer, il y en a aussi un certain nombre qui sont en train d'ouvrir des bureaux ou qui ont déjà ouvert des bureaux en Europe. Et donc, à ce moment-là, ça devient moins une question d'obtenir des fonds américains parce que vous avez une stratégie américaine et plus d'obtenir un label validé Silicon Valley, parce que c'est quand même de ça dont on parle. Donc, valider Silicon Valley sans avoir besoin d'y aller et récupérer les fonds depuis leur bureau. Très bien. Une fois cette question posée, on peut se poser la question de quels sont les critères essentiels à considérer avant de poursuivre une levée de fonds aux US. Je peux commencer. Premier critère, c'est déjà dans le marché local, est-ce qu'il y a une ambition il y a déjà un positionnement de potentiel leadership. En tant qu'investisseur aux US, si je vais investir en France, je vois déjà des critères ou des signes de potentiel leadership ou de parts de marché qui sont attractives. Le deuxième critère, c'est est-ce que les opérations et les learnings du succès en France est transférable aux US. Ça, c'est un critère parce qu'on peut dire oui, alors en France, on a réussi à faire ci, ça, etc. Est-ce que c'est transférable aux États-Unis s'il y a une ambition de croissance aux États-Unis? Et ouais, ça serait peut-être les deux premiers critères. J'en ai d'autres, mais je vais m'arrêter là. Géraldine, Maëlle? Oui, de toute façon, ce qu'a dit Sarah est très vrai. Et puis, je crois que surtout encore une fois, je vais redire global, ça fera peut-être la 5e fois que je le dis, mais tout dépend vraiment de la manière dont on a positionné sa startup et comme tu viens de dire, du marché qu'on peut adresser. Donc, si on est global, le gros avantage des États-Unis, c'est que tout de suite, ça déroule en fait. J'ai les mots qui viennent en anglais, pardon, mais un go-to-market et une accessibilité à ses clients finaux, que ce soit en B2B ou en B2C, qui est beaucoup plus, entre guillemets, facile que sur d'autres territoires parce que c'est grand, parce que c'est large et parce que c'est possible. Et il y a un autre facteur, et dans ce que disait Sarah, c'est très vrai, c'est que autant quand on est en France, on peut imaginer aller voir ses clients d'un petit coup d'avion à droite à gauche, autant aux États-Unis, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Et ça impacte énormément sur le produit parce que ça impacte sur l'autonomie de onboarding, qu'on soit en B2B ou B2C, ça impacte sur la manière dont on va aller chercher ses clients potentiels. Donc, c'est un mindset complètement différent auquel il faut vraiment être préparé. Et souvent, même si on a des choses qui marchent sur son marché propre en France, peut-être la techno, il ne faut pas la repenser, mais il y a presque tout à repenser. Donc, il faut être aussi préparé à ça. Donc pareil, tout à fait d'accord avec tout ce qu'elles viennent de dire. À un moment, on va essayer de créer du conflit. Et là, c'est ça. Encore, donc voilà. Je rajouterai juste quelque chose qui vient en fait d'une discussion récente avec un entrepreneur français qui a levé des fonds auprès d'un VC américain et qui me disait qu'il n'avait pas réfléchi au fait que lever des fonds auprès d'un VC américain, ça voulait dire quasiment de manière systématique avoir un board member américain.
et qu'il n'avait pas vraiment réfléchi à ce que ça allait, à ce que ça voulait dire en fait d'avoir dans son board, dans son conseil d'administration, quelqu'un qui parle pas français. Bon, ça, il y avait quand même réfléchi, il avait compris que ça allait pas être en français, mais surtout qu'il y a une vision du monde, une vision de ce que ça veut dire que growth, une vision de ce que ça veut dire que expansion, une vision de comment on gère les problèmes RH. Enfin, c'est juste un monde totalement différent. Et tout d'un coup, en fait, donc on était en train de parler de ça et de comment le gérer, mais il m'a dit à un moment, en fait, on avait pensé à plein de trucs, notamment ce dont Sarah et Géraldine ont parlé avant moi. On n'avait pas pensé au fait que prendre un investisseur, ça voulait dire l'avoir sur notre cap table et ça voulait dire l'avoir sur notre board. Et du coup, ça voulait dire qu'il allait falloir gérer des dynamiques vraiment différentes. Et on aurait dû y penser et on ne l'a pas fait. Très bien. Est-ce que tu as sinon est-ce que vous avez d'autres remarques sur justement la structuration du développement de cette startup dans cette approche globale ou En fait, pour rebondir sur ce que vient de dire Maëlle, c'est le point culturel. C'est vraiment ça. C'est en fait ce qu'elle vient de matérialiser, c'est on est différent, on est très très différent. Et souvent les entrepreneurs en fait non américains, c'est pas que les Français, c'est non américains, ont l'impression que en venant aux États-Unis, une fois, on a un bon produit, on a un bon concept, on a un bon marché, whatever, et on parle anglais, c'est super, ça va aller. Et en fait, non, parce qu'en fait, il faut vraiment se mettre dans un mindset comme si on allait s'installer au Japon. Si j'arrive au Japon pour installer ma boîte, je vais commencer par dire, oulala, j'arrive pas à lire ce qui est écrit sur les panneaux. Ils n'ont pas du tout le même type de culture, on mange pas la même chose, on n'a pas les mêmes codes vestimentaires, culturels, les attitudes, etc. Et donc, du coup, dans le business, c'est exactement ça. Et aux États-Unis, c'est exactement ça. J'ai presque envie de dire que tout est différent. C'est-à-dire que d'un point de vue, il y a vraiment très, très peu de choses dans le business où on a des similitudes de culture. Et ça, c'est vraiment pas un point à négliger parce que c'est presque le numéro un. C'est de se dire, oulala, je suis pas chez moi, il faut que je comprenne les codes, il faut que je comprenne la culture. Et ça va aussi avec les réactions business que mentionnait Gaëlle. Très bien. Sarah, tu veux rajouter quelque chose ou... Non, je peux rebondir sur Géraldine et Maëlle, mais je pense que le plus gros point, c'est les attentes en termes de milestone. Entre une seed et une série A, série B, les attentes d'un VC américain, c'est des multiples de croissance extrêmes. Être confortable de burner beaucoup d'argent pour atteindre ces milestones, parce que il y a un critère de succès sur la fundraise. Si tu as grandi 300%, donc ça, c'est vrai que pour certains entrepreneurs non américains, c'est moins confortable. Mais ouais, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Très bien. Donc, quelles sont les étapes de préparation pour une levée de fonds? Pour un levée de fonds. Alors, autre que je vais passer sur la partie purement logistique de préparer les documents, les machins. Je suis sûre que Sarah et Géraldine sont beaucoup plus au courant que moi de ces trucs-là et pourront vous faire le truc dans le détail avec les checklists et tout. Moi, je vais parler plutôt de la partie humaine et relations et tout ça. En fait, moi, ce que j'ai vu sur les levées de fonds qui ont du succès, sur les entrepreneurs français qui ont du succès aux États-Unis, et je vais exclure ceux dont les marques sont déjà tellement connues qu'en fait, quand ils commencent à frapper à la porte, les investisseurs américains les connaissent déjà et ils sont déjà. Les portes se sont déjà ouvertes, voire les portes ont été ouvertes par leur propre VC. Il y a quand même des VC très connus en Europe qui sont parfaitement capables d'ouvrir les portes des VC américains et ça aide énormément. Je vais vous parler plutôt de l'entrepreneur moyen. Qui a pas le ou les top VC européens pour ouvrir la porte ou qui n'est pas connecté directement aux VC américains parce que c'est la plupart d'entre eux. Ça marche énormément par réseau, donc il faut commencer par ça, la préparation numéro 1, à mon avis, en assumant que le business va bien et que vous avez réfléchi à tout ce dont on a parlé avant. La première chose à faire, c'est de commencer à se construire un réseau, parce que les VC, comme partout dans le monde, mais particulièrement aux États-Unis, reçoivent une avalanche de demandes
Les Français ont la réputation, et j'espère que Sarah et Géraldine vont être d'accord avec moi, mais si vous n'êtes pas d'accord, ce sera peut-être notre premier conflit. Les Français ont la réputation d'être des ingénieurs excellents, mais d'être très mauvais sur les problématiques de go-to-market et de marketing. Et aussi de venir en général, surtout si la boîte est positionnée et localisée en France, en tout cas le headquarter est en France, en général c'est associé avec problèmes sociaux, en gros warning dans la tête des VC américains, donc ils ont moyennement, ils n'ont pas toujours très envie de s'approcher de nous. Et du coup, je pense que la partie réseau networking est super importante. Et la deuxième chose que je rajouterais, avant, je suis sûre que Sarah et Géraldine rentrent dans le vif du sujet, c'est que de manière générale, les Français ne passent pas suffisamment de temps. Pour en avoir vu pitcher un certain nombre maintenant et de plus en plus, les Français ne passent pas suffisamment de temps sur la partie marketing du pitch, pas la section marketing, mais comment ils marketent themselves. Ils vont tout droit sur leur technologie qui, en général, est assez canon, mais ils ne savent pas se vendre. Et ils pensent que la technologie, elle seule, tout seul, ça va suffire. Alors qu'en fait, pour aller pitcher un Américain, sachant qu'en général, les Américains ont appris depuis qu'ils ont 5 ans à pitcher, eh ben, il faut vraiment se préparer. Et c'est des trucs qui sont minutés, qui sont répétés des dizaines et des dizaines de fois pour que ça coule tout seul quand vous rentrez dans la pièce. Et ça, je pense que les Français ont vraiment besoin de se préparer. Donc, je suis passée du tout début à la toute fin, mais je pense que c'est vraiment 2 éléments importants. Non, mais tu as tout à fait. Oui, pardon. Non, mais tu as tout à fait raison. Mais c'est vrai, en fait, il faut se préparer comme un athlète. C'est-à-dire que l'athlète, il va pas aller courir, il va pas aller faire sa compétition sans être préparé. Bah là, c'est exactement la même chose. Ça demande des heures et des heures et des heures de préparation. Et la problématique, c'est qu'il s'agit pas de mettre, enfin voilà, de mettre, comme disent les Américains, du rouge à lèvres sur un cochon. C'est pas ça. Cette préparation, c'est juste pour assimiler complètement ce qu'on a envie de dire. C'est un peu cette vieille phrase de dire qu'on peut énoncer clairement ce qui a été bien conçu. Mais il y a vraiment ça, parce qu'en fait, la grosse différence, c'est qu'un entrepreneur américain qui pitch, il raconte son histoire, il le vit, c'est lui, c'est dans son état d'esprit, il n'est pas en train de se justifier de ses choix, il partage une vision, il explique pourquoi il veut aller sur Mars et comment il va aller sur Mars, et il redescend sur Terre en disant bah voilà, pour l'instant j'ai que le launchpad, mais vous savez, je mettrai une fusée, etc. Et dans 10 ans, ma fusée elle sera sur Mars. Et donc, en fait, c'est vraiment ça qu'il faut arriver à internaliser, à intégrer. Et après, cette préparation, elle passe aussi par beaucoup de homework, parce que c'est un numbers game. Donc, il va falloir identifier les VC et pas les marques, identifier les gens. Pourquoi ? Qui je veux aller voir ? C'est quoi le track record ? Pourquoi ce VC-là ? Pourquoi il sera un super sponsor ? En rebond, dit à ce qu'on disait tout à l'heure, parce que je vais l'avoir au board. Donc, est-ce que cette personne, si jamais elle signe, on arrive à signer et qu'il me faut un chèque, est-ce que j'ai envie d'avoir Pierre, Paul ou Jacques dans mon board ? Parce que c'est un mariage. Donc, tout ça, c'est vraiment un travail en amont. Et le point du réseau de Maëlle est clé, parce que je crois qu'il faut le commencer avant même d'envisager la levée de fonds. Quand on le commence juste au moment de la levée de fonds, c'est trop tard. Il faut tisser avant, et après, à ce moment-là, être prêt et se lancer. C'est un peu des généralités, mais en même temps, c'est vraiment les fondations. Et après, c'est du technique, mais il faut vraiment ces fondations-là. Et je vais rebondir sur le point du réseau pour les fondateurs qui n'ont pas le réseau VC. Commencer avec les autres fondateurs, parce que les fondateurs s'introduisent et se partagent ce réseau, les business angels, tout est du relationnel, donc développer ce réseau dès le jour 1, c'est très très important. En termes de préparation, moi je le vois de manière interne et externe. Le interne, avant de penser à lever des fonds, il faut savoir vraiment les besoins en interne. Quel est le besoin de financement? Quel type d'accompagnement? Est-ce qu'on va lever 750 000 ou 2 millions? Quels sont les milestones? Parce que lorsqu'on lève, par exemple, un site, il faut savoir vraiment où on va être pour le A et qu'est-ce que le A va ressembler et le C. Donc, il faut avoir vraiment un plan sur le long terme. Donc, ça, c'est cette préparation en interne et être aligné avec tous les employés en interne, que c'est les milestones et c'est ça qu'on veut atteindre. Ensuite, la target list, Géraldine l'a expliqué. La target list, ça, c'est très très important. Plus, quels sont les check size, enfin les tickets, le ownership et aussi quel serait le fit parfait, pas seulement le branding. Et moi, je dirais, chaque meeting, chaque interaction est importante. Moi, je dis à mes fondateurs, always be fundraising. Ça veut dire que
pendant toute ton journée, l'expérience de fondateur, chaque interaction avec un angel, un autre fondateur ou un VC, c'est une opportunité de potentiel partnership down the line. Et finalement, quand la préparation, on dit préparer, il faut avoir tout préparé avant la première meeting avec lui. Il faut avoir un deck de, je sais pas, 20 slides, il faut avoir le follow-up deck avec les appendix, il faut avoir le modèle, il faut avoir les cohortes, il faut avoir tout prêt. Parce que lorsque c'est vraiment un process de fundraise, c'est go time et tous les meetings sont pack les uns après les autres parce que pour le fondateur, il ne veut pas lever pendant 6 mois. Donc en termes de manager le temps et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de délai, de retard entre les introductions au VC, c'est pour ça que le réseau est important, et la préparation des diligence materials pour les VC. Il ne faut pas perdre de temps, donc il faut avoir tout prêt. Donc voilà. Et bien sûr, maîtriser le pitch, mais je crois qu'on va en parler plus. Oui, alors, si je rebondis sur ton point. Oui, comment vous maîtrisez l'art du pitch aux États-Unis? Moi, j'aimais bien l'analogie de Géraldine quand elle parlait du launchpad et de la fusée et de Mars. Je vais m'en resservir, c'est sûr. Pour continuer sur cette analogie, effectivement, les Américains pitch Mars et le moment où on va arriver sur Mars et on va créer une nouvelle ville et ça va être génial. Les Français vont vous expliquer à quel point le launchpad est le truc le plus technologique du monde. Et ensuite, s'ils sont un peu préparés, ils vont commencer à vous expliquer qu'ils sont probablement les meilleurs ingénieurs pour le moteur de la fusée. Et donc, et d'ailleurs, je pense qu'ils le sont. C'est-à-dire que les Français ont probablement, de ce point de vue-là, et je suis sûre qu'il y a des gens qui vont hurler en entendant, mais il y a quand même une chance qu'effectivement la technologie soit beaucoup plus robuste, parce que c'est moins du dream big and far et plus du voilà ce que je suis capable de faire aujourd'hui, maintenant, tout de suite, et voilà ce que mes équipes vont faire. Le problème, c'est que ça vous fait pas passer à travers la porte américaine. C'est-à-dire qu'ils regardent ça et fait, quand vous aurez votre vision, rappelez-moi, mais on a besoin d'une vision. Et donc, je pense que le premier truc pour maîtriser l'art du pitch, c'est maîtriser l'art de la vision. Et un des conseils qu'un VC très, très connu m'avait donné à l'époque, c'était de dire, tu prends ta vision française et tu rajoutes un 0. Et une fois que tu as fait ça, tu commences à rentrer dans l'ordre de grandeur que les VC américains sont intéressés à regarder. Et le deuxième conseil que je donnerais, c'est si possible, en plus de tout ce dont on a parlé avant, si possible, il faut avoir des moyens de répéter dans une safe zone. Ce que ça veut dire, c'est est-ce qu'il y a un ou deux VC américains qui sont des amis des VC qui sont sur votre board et qui sont OK et à qui que vous allez voir pas sur le mode je vais te pitcher, mais sur le mode hey, je suis en train de me préparer à pitcher. Est-ce que tu peux m'aider à vérifier que je le fais de manière correcte? Et après, ce sera potentiellement des investisseurs, mais allez voir quelqu'un, voir plus qu'une personne. J'ai envie de dire 2-3 VC qui sont des test grounds et où vous allez les voir pas pour lever des fonds, mais pour qu'ils vous donnent du feedback. Je pense qu'il y a que en pratiquant qu'on arrive vraiment à pitcher comme des Américains parce qu'en fait, on n'est pas éduqué pour le faire. Et le pitch américain est très, très court et très dynamique. Moi, je me rappelle que quand j'ai des fondateurs français qui font un meeting, c'est 45-1 heure sur mon calendrier. Les fondateurs américains, c'est 30 minutes sur le calendrier et c'est 10-15 minutes de pitch maximum et le reste, c'est la conversation et questions. Le VC, dans 5 minutes, il aura une idée de vraiment est-ce que c'est quelque chose qui va l'intéresser. Donc, dans les 5 premières minutes, et même, je dirais, les premières minutes, à part juste s'introduire et parler de son background, rapidement, la vision, moi je dis la vision en 5 mots. Vraiment, le VC, il veut pouvoir bucketer dans le pattern. Est-ce que ça fit mon sweet spot? 5 mots, qu'est-ce que tu fais? Et 5 mots, quelle est la vision? Après, les chiffres et la data, il faut convaincre le VC que la vision, l'ambition est énorme et massive. Donc, la question que souvent les VC américains posent, c'est qu'est-ce qu'il faut pour atteindre 100 millions de chiffre d'affaires et en moins de 5 ans? Et du coup, il faut vraiment avoir vraiment un contrôle des chiffres du marché, des leviers du business model pour dire si je fais ça, boum, je suis un unicorn en gros. Mais c'est vraiment l'articulation est vraiment, il faut être rapide, très rapide, très dynamique. Ils ont 10 meetings par jour, donc conduire ce pitch de manière et le contrôler, être en contrôle de la conversation, c'est très important.
C'est vrai ce que tu dis. Et contrôler, c'est ça. Souvent, en fait, l'entrepreneur se dit, mais c'est pas moi c'est l'entrepreneur qui pilote, c'est lui, c'est pas le VC qui pilote. Il faut donc et partager une vision, ça veut pas dire mentir. On a tout à fait le droit de. C'est pas forcément qu'on va y arriver, mais et souvent, en culture européenne ou française, on a dit, oh mais je peux pas raconter ça. C'est pas un mensonge. C'est pas un mensonge que de dire là où on a envie d'aller. Donc d'être deux pilotes dans l'avion. Ne pas oublier aussi de poser des questions au VC. Parce que souvent, en fait, il n'y a pas un maître d'école et un élève puis c'est une route à double voie. Donc, c'est une conversation. Il faut présenter, poser des questions. Là où Sarah a un point très fort, c'est qu'il y a des chiffres que le VC ça passera pas si vous les avez pas top of mind en tête et que vous n'êtes pas capable de sortir clac, clac, clac sur des réponses. Il y a à peu près 50, 60 questions où il faut juste, c'est du tac au tac, il faut juste être capable de répondre. Il faut connaître son écosystème, il faut tout connaître. Donc, c'est pour ça qu'on revient aussi à la préparation. Tout ça dans beaucoup de dynamisme. Et il y a une autre chose aussi, c'est qu'il ne faut pas hésiter à montrer qu'on a des trous dans la raquette. Parce qu'en fait, la vision, l'histoire, etc., c'est de dire, bon, bah, j'en suis que là, mais je vais là-bas. Et effectivement, là, bon, bah, peut-être il me manque ceci ou il me manque cela, mais et le VC, en fait, verra cette authenticité. Donc, il y a cette authenticité. Un pitch, c'est pas, on n'est pas on and off. On pitch tout le temps sa startup. Et c'est aussi dans les rendez-vous, comme je ne sais plus si c'est Maëlle ou Sarah qui le disait, c'est en permanence. Et tous les rendez-vous, en fait, sont un potentiel moment où on va pouvoir lever des fonds ou signer un contrat ou avoir un nouveau client. Donc, il faut vraiment que ce soit intrinsèque à l'entrepreneur et que ça devienne en fait naturel. Comme si on vous demande de raconter un moment de votre vie, on vous demande de raconter votre boîte. Et c'est vraiment ça, et de convaincre le mec en face que vous êtes quand même la bonne personne, la bonne équipe, et que c'est le bon marché, et que du coup, ça vaut le coup de parier sur vous. Je vais juste donner un exemple là-dessus. À Techstar, on a un truc qui s'appelle Mentor Madness, qui est pendant 2 ou 3 semaines, ça dépend des programmes, on pousse les fondateurs à pitcher à des mentors tout le temps. C'est-à-dire que c'est des meetings entre un quart d'heure et une demi-heure à la suite pendant 2 semaines. C'est crevant. D'ailleurs, les entrepreneurs nous le disent tous, quand ils ont fini, ils ont l'impression d'avoir couru 3 marathons avec un éléphant sur le dos non-stop. Mais en fait, au-delà de ça les aide à se connecter avec des mentors qui vont les aider plus tard à développer leur business et à être là pour des questions, la chose que ça permet de faire, c'est que ça permet d'aider les entrepreneurs à créer leur pitch. Parce qu'une fois que vous avez pitché votre boîte 80 fois en 2 semaines, et ben à la fin des 80, en général, vous l'avez comme ça et ça sort en 1 minute. Et ce que j'ai constaté et on me l'avait dit, c'est qu'en fait, en général, les entrepreneurs non américains, c'est quelque chose qu'ils apprennent à faire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas développé le muscle de pitcher leur boîte en 1 minute. Et donc, le Mentor Madness, c'est quelque chose qui est particulièrement important dans nos programmes non américains parce qu'on utilise ça pour forcer, en fait, les entrepreneurs à créer ces pitchs qui sortent automatiquement et qui font qu'après chaque meeting, même quand ils vont à la boulangerie et qu'on leur demande qu'est-ce que fait leur boîte, et ben, ça sort tout seul. Donc, voilà, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'important. Parfait. Si on devait citer les best practices pour réussir sa levée de fonds et les erreurs à éviter, qu'est-ce que vous diriez? La best practice, c'est la préparation. Enfin, c'est la numéro 1, c'est la préparation. Deuxièmement, je dirais la quantité de meetings et de reps sur le pitch, comme Maëlle l'a dit. Ça, c'est vraiment les best practices. Et ouais, je vais laisser les autres rebondir s'il y a plus. La levée de fonds, ça devient un produit presque en tant que tel dans la boîte. Il y a un moment donné où en fait, il y a un produit de plus, c'est je lève des fonds. Donc, c'est faire sa database, faire beaucoup de homework, cette préparation, c'est vraiment identifier. C'est un job à part entière à un moment donné. Et c'est pour ça que Sarah disait tout à l'heure, il faut que ce soit timé et ça peut pas tout manger dans la boîte. Mais il y a un moment donné où le CEO, il est consacré à ça. Donc, il faut aussi bien préparer la boîte parce qu'il peut pas, enfin voilà, il peut pas tout faire et donc il faut que derrière les équipes puissent continuer à suivre pendant une période de 6-8 semaines, voilà, moins ou plus, mais que lui puisse être consacré à ça.
lui ou elle, hein, d'ailleurs. Je dis le CEO, mais ça peut être la CEO, bien sûr. Et je vais rajouter un mot sur le volume de meetings. Il y a parfois des fondateurs qui vont faire plein de meetings et ils vont avoir des notes tout au long peut-être des 100 meetings qu'ils ont eus, sans avoir vraiment step back et vraiment raffiné le pitch entre les meetings. Il y a ce que j'ai vu dans les fondateurs qui ont un plus gros succès de fundraise, c'est qu'après le premier meeting, ils réflectent, ils demandent du feedback et ils changent ce qui ne va pas, ils adaptent. Et du coup, entre chaque meeting, en fait, il y a un incremental improvement pour arriver à ce 100% hit rate sur le pitch. Donc aussi avoir cette capacité d'adapter est importante. Maëlle? Non, j'ai rien à ajouter. Je pense qu'on a fait le tour. Okay. Et les erreurs, alors vraiment les grosses erreurs à éviter. Bon, je sais qu'on on a cité pas mal de choses, mais des cas d'erreurs, enfin des choses. De croire que c'est facile. C'est difficile pour tout le monde, même ceux qui ont un super réseau et voilà, les choses même pour eux, les choses se font pas en claquant des doigts. Évidemment, on monte plus vite dans les étages, là où d'autres vont prendre l'escalier, mais c'est compliqué, c'est dur, c'est un moment dur, éprouvant, et donc pas croire que c'est facile. Ouais, je ne sais pas s'il y a des erreurs à éviter qui sont, en plus de tout ce dont on a parlé, qui sont particulières aux VC américains, parce que, il y a aussi des best practices et des trucs à éviter en manière générale quand on pitch n'importe quel VC. Y aller pas tout seul. En général, ils ont envie de voir vos équipes, ayez vos chiffres à portée de main. C'est marrant parce que ça paraît tellement évident, mais en fait, j'ai vu tellement d'entrepreneurs qui s'étaient pas complètement préparés. Et ça, c'est pas une question de américain US versus Europe. C'est des erreurs qui sont assez facilement évitables et qui malgré tout arrivent encore. Moi, je dirais c'est dans la communication. Chaque mot compte. Comment vous décrivez votre business? Est-ce que vous êtes une marketplace, une plateforme, un software? Donc en fait, pour pas que le VC qu'il ait une idée très 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 claire, la communication, vraiment chaque mot, et ça c'est dans la préparation du pitch, chaque mot va compter. Donc je pense que la communication c'est vraiment là où il peut y avoir des erreurs, que le fondateur donne. Pour le VC, le VC a l'impression que le fondateur ne communique pas clairement la vision et le business. Ah non, tiens, je viens de penser à une ou deux erreurs en fait qui pour le coup sont vraiment typiquement français présentant à des Américains. L'ironie en général, ça passe pas. L'ironie, c'est un truc très français. Avec les Américains en général, ils comprennent l'humour, mais l'ironie, c'est un truc qu'ils comprennent pas forcément très bien, surtout l'ironie à la française, donc j'éviterai. Il vaut mieux être pas super drôle, en tout cas d'après nos standards, et éviter l'ironie parce qu'elle va être souvent mal interprétée. Et la deuxième chose, c'est se rappeler que, et ça fait encore partie des différences culturelles, c'est qu'aux États-Unis, les questions de diversity sont extrêmement, extrêmement, extrêmement sensibles. Et donc, a priori, j'espère que ce sera pas un sujet qui sera abordé pendant un premier pitch, mais il faut, j'ai vu ça il n'y a pas très très longtemps, où j'ai un PDG français à qui j'ai suggéré que son board était un peu trop blanc. Et qui m'a regardé en disant mais c'est pas important, on recrute, nous on suit un système de méritocratie. Et bon, ça fait longtemps maintenant que je vis dans un milieu américain, donc j'ai eu la réaction américaine qui a été dire tu peux pas dire ça. Et en fait, c'est après, en reculant, je me suis dit, mais en fait, oui, c'est juste aux États-Unis, c'est top of mind, on parle de ça tout le temps, surtout en ce moment. Après MeToo et après Black Lives Matter, c'est un énorme sujet et je pense qu'on n'a pas encore développé cette sensibilité élevée en France. Et donc, je vois parfois des entrepreneurs français qui, avec l'ironie à la française et puis le gap culturel sur ces questions-là, font des commentaires un peu moins bien. Et donc, je recommanderais beaucoup de prudence sur ces sujets-là. Mais l'erreur, c'est vrai ce que tu dis, et l'erreur à pas faire, c'est de ne pas être soi. Il faut être authentique. De toute façon, dans toutes les situations business, mais là, il faut vraiment être authentique.
pas essayer de s'inventer quelque chose qu'on n'est pas. Donc après, et quand Sarah parlait du vocabulaire, c'est pareil. Il faut pas truffer son deck de buzzwords, de mots à la mode, parce que en ce moment il faut mettre AI, alors on va mettre AI. Enfin, voilà. Donc il faut être vraiment très authentique et pas essayer d'être ce qu'on n'est pas. Donc c'est une erreur effectivement, une bonne pratique. Ok. Quelles sont les différences à noter pour les startups et les scale-up en matière de levée? Moi, je peux commencer sur cette question. Donc, quand c'est une early stage startup, la fundraise, ça va être vraiment focus sur l'équipe et la vision. Donc, et souvent, le fondateur probablement n'a pas un network. Donc, vraiment, le process est vraiment très relationnel et intro. Quand c'est du scale-up et c'est du growth, et peut-être, disons, à une série B ou une série C, a priori, le fondateur, il a déjà rencontré pas mal de VC pendant les rounds précédents, donc il a déjà un réseau. Souvent, si les chiffres sont très très bons, il y a de l'attraction. C'est souvent les VC qui tapent à la porte parce que c'est le série B, enfin pour les meilleures startups, c'est vraiment très très compétitif. Et je dirais dans le process, c'est vraiment en termes de diligence, c'est vraiment plus analytique et plus dans les chiffres et plus et la valorisation, ça va être vraiment plus une formule très mathématique. Donc la différence, ça c'est deux process qui sont très différents. Je pense que pour la grosse startup, c'est moins de meetings, mais c'est vraiment des diligences beaucoup plus longues et souvent avec des VC que le fondateur a connus a priori au moins pendant quelques années. Voilà. Maëlle ou Géraldine, vous voulez rajouter quelque chose sur ce sujet? Moi, j'ai pas grand-chose à ajouter. Je fais plutôt du early stage, donc voilà. Mais c'est vrai, on n'est pas, c'est pas la même chose. On est plus sur l'émotionnel et l'humain en early stage. Très bien. Quelques notes une petite conclusion sur cette partie préparation finalement que vous deviez conclure juste sur la préparation avant qu'on aborde le thème du marché de l'écosystème actuel aux USA. Moi, je dirais pour tous les fondateurs qui veulent lever, demandez beaucoup de conseils. Et Maëlle a expliqué, tu vois, d'avoir des mentors ou des gens avec qui vous pouvez pratiquer. N'allez jamais dans vos premiers VC meetings sans avoir eu quelqu'un qui regarde votre deck, qui écoute le pitch. Donc, essayez de demander de l'aide. Il faut demander de l'aide très tôt dans l'expérience de fondateur pour avoir ce genre de conseils et feedback. Le plus tôt, le mieux, même avant la première levée, même 6 mois avant, parce que ça prend du temps à se préparer. Donc, demandez de l'aide autour de vous. J'ai un truc qui vient à l'esprit parce que ça m'est arrivé ce matin dans mes mails. Et depuis le départ, pour nous, enfin, toutes les trois, on a une discussion, on dit le CEO pitch, le CEO pitch. Et en fait, aux États-Unis, il y a très rarement des intermédiaires, sauf dans du très late stage, mais dans du early stage, c'est toujours le CEO, enfin, le ou la CEO qui pitch. Il n'y a pas d'intermédiaire. Et ce matin, j'ai eu un email d'un Français accompagnant une levée de fonds très early stage et qui m'envoie dans l'email un NDA. Je lui dis, je suis désolée, je ne signe pas de NDA et puis je préfère parler directement à l'entrepreneur. Et il m'a répondu, tant pis. Et je lui ai dit, bah oui, tant pis. Et en fait, il y a ça aussi. Il n'y a pas d'intermédiaire. Enfin, dans le early stage, il n'y a pas d'intermédiaire. Voilà, c'est sa boîte, c'est l'authentique. Et ça, c'est un point qu'on n'a pas du tout abordé, mais il faut l'avoir en tête si on va pitcher des VC non français. En France, il y en a un petit peu. Il y a des leveurs de fonds. Aux US, il n'y en a pas. Pas dans le early, j'entends. Il y en a dans les plus grosses levées. C'est un super point, en fait. C'est bien que tu le rappelles, que tu l'aies dit, ça, parce qu'effectivement, pas d'intermédiaire. Et en général, les NDA, c'est pas du tout pratiqué. Donc, si vous insistez pour la signature d'un NDA, en général, la plupart des fonds vont vous dire non. Et c'est la norme. Donc, c'est pas qu'ils cherchent à piquer vos idées et qu'ensuite ils vont aller les revendre à quelqu'un. C'est juste que comme ils se font pitcher, encore une fois, on parle de centaines de dossiers par mois. S'il fallait qu'ils signent un NDA à chaque fois et qu'en plus ils se souviennent, alors ils essayent
honnêtement, les meilleurs VC font le maximum pour qu'il y ait des Chinese walls et que les trucs passent pas à droite à gauche. Mais soyons honnêtes, hein, quand vous voyez toutes ces idées, forcément, il y a de la cross-pollination qui se passe de temps en temps et ils ont juste pas envie d'avoir les responsabilités légales parce qu'en plus, on est aux États-Unis, donc les avocats sont partout. Et donc, le NDA, c'est bien, Géraldine, que tu en aies parlé parce qu'effectivement, c'est un truc qui passe pas du tout culturellement ici et je vois souvent des Français qui me disent ah ben non, ils veulent pas signer de NDA, donc je vais pas pitcher. Oui, tu vas pas pitcher du coup. Voilà. Ouais. Non, j'ai jamais signé de MDA et l'intermédiaire, c'est un signal négatif. Si un intermédiaire, déjà, le VC s'est dit c'est pas bon signe. Parfait, merci. On va aborder la dernière partie de cette conférence sur l'état du marché et l'écosystème actuel aux USA en matière sur les tendances aujourd'hui de 2021 et quelles sont les opportunités pour les fondateurs et les investisseurs. Je te laisse, Sarah, tu veux commencer En termes de donc, les trends sur le 2020 en général, oui. Je dirais, numéro 1, il y a beaucoup de capital. Donc, mais ça, c'est vrai pour mais il y a énormément de capital, que ce soit, il y a les VC, il y a les family office, tout le monde, tous les entrepreneurs que je connaisse qui ont un peu de succès aussi sont des investisseurs maintenant aujourd'hui. Donc, ce qui est bien pour les fondateurs, parce qu'il y a beaucoup plus de sources de capital et il y a des rounds qui se font juste avec des business angels, etc., ou même un peu d'autres du capital stratégique. Pour les investisseurs, c'est très compétitif. Donc maintenant, on voit des tours. Le série A d'aujourd'hui, c'est le série B d'il y a 5 ans et le site d'aujourd'hui, c'était le série A d'il y a 5 ans. Donc en termes de taille de tour, valorisation, ça continue à escalader. En termes de... Une autre tendance qu'on voit dans le marché, c'est aussi en termes de liquidité. Il y a une énorme vague de SPAC aux US, et je pense qu'aussi c'est aussi en Europe, qui permettent, maintenant il y a 200 ou 300 SPAC, ça permet aux entreprises de devenir publiques sans faire le process de l'IPO. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, c'est beaucoup de startups qui sont encore très très jeunes, qui aussi font des SPAC, des startups dans le deep tech qui n'ont pas encore de produits ou de revenus. Donc pour les investisseurs, il y a pas mal de liquidités en ce moment de ce côté-là. Après, il y a une grande question sur comment ça va se passer sur les marchés après. Mais il y a beaucoup d'activités. C'est sûr aux États-Unis, beaucoup d'opportunités pour les fondateurs et pour les investisseurs avec tout ce qui se passe. Après, on verra pour la correction. Au-delà de ce que Sarah vient juste de dire, je rajouterai juste un point. Et d'ailleurs, je serais assez curieuse de savoir si Sarah et Géraldine sont d'accord, parce que je vais le dire, mais je ne suis pas sûre que ça n'ait pas changé en fait depuis quelques mois. Avant Covid et à la suite de ce qui s'est passé avec WeWork et à la suite de Uber et à la suite d'un certain nombre d'IPO qui ont moyennement fonctionné, ce que j'ai vu pas mal, c'est des investisseurs qui, du coup, étaient hyper insistants sur le path to profitability. Et donc, à l'inverse de ce qu'il y avait eu avant, où en gros, on parlait avant de big vision et faites-moi rêver, racontez-moi comment vous allez être une entreprise qui va faire 100 milliards de dollars. Et puis bon, une fois que vous serez là, de toute façon, la profitabilité arrivera et on en parlera à ce moment-là. Bon, j'exagère un tout petit peu, mais pas tant que ça, en fait. Après WeWork, Uber et d'autres, d'ailleurs, j'ai vu beaucoup d'investisseurs dire, bon, on est d'accord sur le fait que la boîte va pas être rentable immédiatement tout de suite, mais on veut comprendre et vraiment comprendre comment vous allez être profitable, c'est quoi le scale effect dont vous allez bénéficier, est-ce que vous financez complètement à perte et le moment où vous arrêtez votre investissement marketing, ça se casse la figure, etc., etc. Il me semble que c'est toujours le cas, quoique avec le phénomène des SPAC dont Sarah, tu viens de parler, tout d'un coup, j'ai l'impression que les vannes se sont réouvertes et qu'il y a quand même, à travers les SPAC, un certain nombre d'investisseurs qui disent oh, c'est OK, c'est pas grave, on va trouver un moyen de sortie. Ceci étant, les VC un peu plus solides, établis, etc., que je connais, continuent à me dire non, on est quand même vachement focus sur des questions de path to profitability. Donc, je sais pas, Sarah et Géraldine, je sais pas si vous avez vu la tendance et si vous pensez qu'elle se continue, mais je serais assez curieuse en fait. Moi, je suis assez d'accord avec ça.
path to profitability ou de voir des vrais business. En tout cas, de se dire, on s'est pas construit sur du vent. Et ton deuxième point sur les SPAC était complètement vrai. C'est-à-dire que ça brille un peu cette tendance-là parce que il y avait un tel besoin de sortie et de liquidité parce ce qu'il faut voir, c'est qu'un fonds, ça a une durée de vie de 10 ans. Donc, il y a beaucoup de fonds qui arrivent en fin de cette durée de vie. Alors, on peut prolonger de 1 an, 2 ans, 3 ans, mais à un moment donné, les investisseurs dans le fonds, ils ont envie d'avoir de la liquidité. Donc, tout ça est un peu, c'est un peu consanguin en même temps parce que, c'est toujours. Non, après, sinon, ce qu'on peut voir vraiment comme grosse tendance qui, à mon avis, impacte vraiment aussi plutôt favorablement les entrepreneurs en Europe, c'est un décloisonnement, c'est-à-dire que les frontières sont tombées. On est dans une vie Zoom et on fait que du Zoom. Et des investisseurs de la vallée qui imaginaient pas un seul instant ne pas rencontrer un entrepreneur avant d'investir, maintenant ne font quasiment que des investissements, en tout cas en 2020, n'ont fait que des investissements via Zoom. Donc ça c'est un vrai changement parce que ça veut dire aussi que l'entrepreneur, d'abord, il peut avoir back to back plein de meetings dans une seule après-midi, alors que il pouvait peut-être en mettre 2 ou 3 dans la même après-midi. Et de l'autre côté VC, qu'il a un champ tout d'un coup de vision qui s'est énormément agrandi, un peu malgré lui, parce que il y en a quand même plein qui disaient non, mais moi j'investis que dans mon jardin, jardin étant la Silicon Valley par exemple. Et maintenant, le jardin, il s'est quand même drôlement agrandi. On en a vu beaucoup de la vallée qui ont commencé à investir dans d'autres zones aux US, qui ont commencé à aller aussi un peu bouger des choses au Canada et voir l'Europe avec. Donc ça, c'est un vrai. Et je pense que ça va rester parce que il y a une espèce d'habitude qui a été prise. Alors, est-ce qu'on va revenir avec des rencontres physiques? Probablement, parce que les gens ont besoin de se connaître quand même. Donc, c'est quand même un pis-aller que d'investir que sans avoir rencontré vraiment les gens. Mais ça change beaucoup pour les entrepreneurs européens. Je suis d'accord avec vous deux. Je dirais, pour le Zoom, moi, c'est vrai qu'on investit via Zoom et aussi, ça veut dire qu'on voit beaucoup plus de startups et de founders. Et du coup, c'est très important de stand out dans le pitch pour revenir à ce qu'on en parlait. En termes de path to profitability, pour moi, ce que j'ai vu avec ce qui s'est passé, Mal, ce que tu racontais, moi j'ai vu plutôt un shift sur moins de consumer product. Il y avait une énorme vague de VC qui investissaient dans toutes ces boîtes qui étaient du DTC, juste des produits en ligne. Et c'est vrai que s'il n'y a pas de vraie différenciation de fondamentale dans le business, dès que tu arrêtes le marketing, ça plataude. Et du coup, les VC maintenant, quand ils cherchent du path to profitability, ils cherchent est-ce que c'est un business dès qu'on a trouvé le vrai flywheel, désolé pour le buzzword, mais le vrai flywheel du business, est-ce que ça va tenir à la route? Et du coup, est-ce qu'on peut voir un monde où c'est profitable sans injecter de capital qui va être dans le marketing? Donc du coup, moi j'ai vu dans le marché un pullback dans le consumer product, et tout le monde, même les fonds qui faisaient beaucoup de consumer, ils font du software, donc passion economy et software pour creators ou du marketplace. Mais j'ai vu un vrai pool dans tout ce qui est très heavy en marketing pour le consumer. Et si on parle d'opportunités du coup pour les fondateurs et les investisseurs et dans les années pour l'année prochaine, comment vous voyez les choses? En termes d'industrie? Oui, en fait, en termes de marché, en fait. Comment pensez-vous que les choses vont évoluer? C'est cette année, là, la situation post-Covid, est-ce que ça va être c'est une continuité de ce que vous décrivez aujourd'hui ou vous voyez des nouvelles tendances encore? Encore une fois, en termes de comment se passent les relations entre les investisseurs et les fondateurs, ou en termes de marché et d'industrie dans lesquels il faut rentrer? Je parlais marché, dans un premier temps le marché, et puis ensuite on peut parler aussi pour les fondateurs et les investisseurs. Si on parle de géographie, j'ai pas d'opinion particulière. Le marché américain a l'air de plutôt bien se porter. Je vois pas mal d'investissements qui se passent.
la croissance est en train de repartir sur les. Puis je ne vais pas vous parler du reste du monde parce que on est censé parler que de la France et de l'US, donc on va rester sur ce sujet-là. Si on parle d'industrie, en ce moment, les industries qui ont le vent en poupe, en tout cas de là où je suis assise, et Sarah et Géraldine auront peut-être une opinion différente, c'est tout ce qui est autour de sustainability. Donc, climate change, water, enfin, tout ce qui est sustainability, là, en ce moment, c'est le grand truc. Tout ce qui est fintech, ça l'est déjà depuis un certain moment, mais je pense qu'avec Covid, en fait, ça a relancé ces questions de, on a besoin d'avoir des systèmes monétaires qui fonctionnent parfaitement de manière digitale, et donc ça a relancé toute une tripotée de startups dans le sujet. Il y a pas mal de discussions et d'agitation autour de ce qui est healthcare pour Covid, mais pas seulement. En fait, du coup, ça s'est un peu étendu, et tout ce qui est autour de biotech, sachant que biotech, il y a un overlap assez réel avec sustainability, mais enfin, quand je pense aux 4 sujets top of mind pour moi, c'est les 4. Et d'ailleurs, comme le disait Sarah, en fait, c'est la partie pure consumer, le DTC qui existait avant, c'est plus trop ça, parce que même sur les boîtes fintech, sustainability et biotech en général, de toute façon, c'est des boîtes qui sont essentiellement en B2B. Et même sur des boîtes qui sont donc fintech et healthcare qui devraient être qui pourraient être, pas qui devraient être, qui pourraient être du B2C. En fait, ce que moi j'ai vu beaucoup passer, et Sarah et Géraldine auront peut-être un avis différent, c'est en fait plutôt des boîtes qui font du B2B2C, c'est-à-dire qu'elles vont signer avec des gros groupes, avec des assurances, ou simplement avec des grosses corporations. Et ensuite, c'est elles qui vont parler au consommateur final. Et donc, c'est essentiellement ça que j'ai vu. Mais encore une fois, Sarah, Géraldine, je ne sais pas ce que vous avez vu. Pareil. Je dirais, j'ajouterais le aging, c'est un thème aussi. Donc, climate tech et aging, c'est 2 thèmes. Silver economy. Je parle beaucoup sur fintech, mais aging, c'est comme quelque chose que je vois beaucoup en ce moment. Ouais, et puis l'autre tendance, c'est pardon encore pour l'anglais, mais c'est le fully distributed. Mais ça, c'est plutôt du côté des entreprises. Mais on est quand même, ça y est, maintenant, on a un espèce d'écosystème global qui fait que les entreprises sont distribuées, les employés sont partout. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui avant faisait très peur de se dire oh là là, mais comment et en fait maintenant, une boîte qui explique qu'elle a des gens dans le monde entier, ça pose plus vraiment de problème. Donc c'est pas vraiment les secteurs, mais c'est plutôt sur le monde de voilà comment est organisée la boîte. Et au contraire, c'est presque considéré comme une force parce que voilà, on se dit ils savent gérer ce mapping un peu partout. Mais sinon, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Ouais. Très bien. Merci. On va peut-être prendre quelques questions que l'on a dans le chat. Il y a une question, en fait, puisqu'on est une table très féminine aujourd'hui. Marie-Josée Cotte nous pose la question. Les études démontrent que les femmes entrepreneuses ont plus de difficultés que les hommes à lever en France, et bien. Qu'en est-il aux US? Des conseils particuliers pour les femmes entrepreneuses qui aimeraient lever aux États-Unis? C'est tout pareil. Ouais. Je vais laisser Géraldine et Sarah répondre plus en détail, mais le top line, c'est tout pareil. Oui, c'est pareil. Alors, la différence aux US, c'est que les femmes s'organisent peut-être un peu plus en mode combat, entre guillemets. Alors, il y a des organisations comme All Raise, et comme d'autres qui regroupent des femmes pour justement se serrer les coudes et arriver à faire changer les choses. Mais il y en a en Europe aussi, il y en a en France avec Sista. Donc, je crois que là, pour le coup, c'est voilà, c'est même combat et tout pareil. Je t'applique l'expression. Après, la question, est-ce qu'il y a plus de femmes de l'autre côté, du côté investisseur, qui peuvent être aider à changer par rapport à France? Je ne connais pas le marché VC français, mais c'est vrai qu'il y a quand même un bon groupe de femmes du côté investisseur. Espérons que ça va aider la tendance. Mais le problème, c'est vrai pour les femmes et c'est vrai pour les minorités. C'est toujours un problème aux US. Très bien. Il y a une autre question de Michael. Quand on envisage de se relocaliser aux USA et pouvoir lever du fonds, quel step
On a déjà pas mal évoqué ces points, mais si vous vouliez faire un commentaire par rapport à cette question. C'est quand même ce qu'on vient de discuter pendant 1 heure. Donc, je sais pas, on risque d'être encore celle qui met les pieds dans le plat. On a parlé là. Mais je dirais développer un network américain, peut-être d'abord de fondateurs et de business angels, pour avoir les bonnes introductions, les bons conseils, comment établir la société. Et puis après, c'est la levée des fonds, ça sera sur le recording. Le faire pour les bonnes raisons. C'est pas juste parce que peut-être aux US, il y a des billets sur les arbres, il y en a pas. Donc, il faut vraiment le faire pour les bonnes raisons parce que c'est fondamental pour la boîte et le faire au bon moment. Donc et après, il y a toujours un paramètre luck. Il faut de la chance. Voilà. Time and luck, c'est chance et le bon timing, c'est des paramètres qu'on peut pas maîtriser. Géraldine, je vois que tu conclus un petit peu notre session. Peut-être en quelques mots, si chacune vous pouviez résumer un petit peu cette discussion avec une conclusion très succincte sur les points qu'on a évoqués, avant que j'introduise la prochaine table. Bon, je veux bien me lancer. Moi, je pense qu'il faut avoir un cap très clair, savoir vraiment ce qu'on veut faire. Et encore une fois, je vais y rajouter la préparation, c'est-à-dire que tout ça c'est pas voilà, c'est pas par hasard. Les choses n'arriveront pas par hasard. Donc il faut les préparer, prendre le temps et puis le faire de manière très authentique. Et c'est plus dur que ça a l'air, et c'est aussi émotionnellement, c'est difficile. Il y a beaucoup de se faire dire non 50 fois. Il faut vraiment être prêt parce qu'il y aura peut-être une centaine de meetings. Il y aura 50 noms après le premier meeting. Il y aura peut-être 40 noms après le deuxième meeting. Et après, il y aura 10 partnership meetings. Et peut-être après, il y aura 1 ou 2 term sheets. Donc, ça demande un certain stamina. Et donc, voilà. Moi, j'ai envie de finir sur une note positive. Les États-Unis, ça reste quand même un pays exceptionnel quand vous travaillez dans la tech. Aller pitcher des VC américains, c'est une expérience. Donc, si vous avez l'opportunité, encore une fois, en vous préparant et tous les trucs dont on vient de parler pendant 1 heure, je pense que c'est l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau et de ressortir avec des étoiles dans les yeux et à mon avis réel. Parce qu'en fait... En tout cas, moi, je me souviens que la première fois que j'ai pitché à des VC américains, j'ai découvert un autre monde, j'ai découvert la capacité comme je vous dis, de rajouter un 0 à tous les chiffres que je leur montrais. Et je pense que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être vécu, encore une fois, en étant bien préparé et tout ce dont on a parlé. Donc, come, you're gonna have fun. Come on this side. Bon, mais écoutez, oui, quelle belle table d'ailleurs aujourd'hui. C'était vraiment très intéressant. Je vous remercie toutes les trois. Cette conférence sera rediffusée d'ailleurs sur différents médias et sur YouTube. Et on va passer à une autre conférence. Donc, je vais introduire la suivante. Je vous remercie encore toutes les trois. Donc, la prochaine conférence, c'est comment accélérer votre entreprise aux USA, acquisition et ouverture d'une filiale. Et puis, bien sûr, il sera aussi abordé le thème de la levée de fonds, mais vu par un entrepreneur aussi de ce côté-là. Voilà. Merci. Merci, au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir.